Vous avez vos rendez-vous et d'ailleurs vous retrouvez Hélène Zellani. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu, bonjour. Vous allez bien Hélène? Très bien, merci. Dans le studio d'Europe 1, la dernière journaliste dans le studio d'Europe 1, c'est Hélène Zellani. Et sur Europe 1, à presque 6h, vous écoutez Le Monde changer. Il est 6h. Il faut peut-être se préparer à ce que le confinement dure. Au-delà de 15 jours, nous le savons, mais peut-être qu'il pourrait s'étendre jusqu'à une date plus lointaine de l'ordre de 5 ou 6 semaines. Se préparer à un confinement au moins jusqu'à la fin avril. Le Conseil scientifique a donné son avis au gouvernement maintenant de trancher. 25 ordonnances examinées ce matin par le Conseil des ministres. Il s'agit de répondre à l'urgence, notamment pour soutenir notre économie avec par exemple le fonds d'1 milliard pour les PME en difficulté. Les masques, les solutions hydroalcooliques sont devenues une denrée rare au point que certains fracturent les voitures des soignants pour les voler, comme pour cette infirmière désabusée. Ils cassent la vitre de la voiture pour nous prendre des gants ou des masques. Pareil pour la solution hydroalcoolique. Dans ce journal également, Donald Trump impatient de lever les restrictions aux États-Unis. Pour le président américain, le remède ne peut pas être pire que le mal. Et puis on va prendre un peu l'air, virtuellement parlant bien sûr, avec le jeu vidéo Animal Crossing. C'est le jeu parfait, partir sur une île déserte pour pêcher des poissons, parler à ses voisins, juste se détendre. Se détendre. Votre invité à 6h40, Mathieu. Mais justement, Hélène Zellani, est-ce que vous connaissez Twitch TV? C'est une gigantesque plateforme de diffusion de parties de jeux vidéo en ligne. Pas seulement du jeu vidéo, vous allez l'entendre. Et en ce moment, ils battent évidemment des records d'audience. Nous serons avec le vice-président de Twitch TV. Si vous ne connaissez pas, vos enfants connaissent, c'est sûr. C'est à 6h40 tout à l'heure. Bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Europe 1. Écoutez le monde changer. Vivre en vase clos ou presque, il va falloir s'y habituer. Nous entrons dans notre 9e jour de confinement et c'est loin d'être fini. Hier, sans surprise, le comité scientifique a préconisé la prolongation pour 6 semaines au total, soit jusqu'au 28 avril. Une estimation, selon Olivier Véran, le ministre de la Santé. Le Conseil scientifique s'est exprimé en donnant une estimation. Ils ont dit il faut peut-être se préparer à ce que le confinement dure. Au-delà de 15 jours, nous le savons, mais peut-être qu'il pourrait s'étendre jusqu'à une date plus lointaine de l'ordre de 5 ou 6 semaines. Encore une fois, grande prudence. Non pas qu'on n'ait pas envie d'avertir les Français que le confinement serait amené à durer, mais parce que cette réponse, nous ne l'avons pas. Nous sommes là dans des estimations qui sont fondées sur des avis d'expertise. Il y a d'autres expertises qui ne sont pas forcément dans ce conseil scientifique. Il y a d'autres expertises parmi les nombreux pays qui ont déjà mis en place du confinement et qui disent, en fait, on ne saura quand on pourra lever le confinement, que lorsque la courbe épidémique le permettra. C'est le principe de base. Nous verrons si ce déconfinement, il prend la forme d'un déconfinement général, parce que c'est aussi une question qu'on nous pose, ou si c'est par territoire, en fonction des profils épidémiques. Encore une fois, nous anticipons, mais aussi nous adaptons nos processus de protection des Français à mesure que les connaissances s'affinent s'agissant de ce virus. Olivier Véran, le ministre de la Santé avec Mathieu Charrier. Hier, la barre symbolique du millier de morts a été franchie. 1100 décès depuis le début de l'épidémie. Plus de 2500 patients dans un état grave. Bilan d'ailleurs de plus en plus inquiétant dans les maisons de retraite. 16 décès à Saint-Dizier, 13 à Paris, 7 dans un EHPAD en Haute-Savoie ou encore 20 dans les Vosges. On va y revenir d'ailleurs dans le journal de 6h30 tout à l'heure. Au menu du Conseil des ministres qui se tient ce matin, 25 ordonnances dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Oui, le Parlement a donné son feu vert ce week-end. Adrien Beck, il s'agit avant tout de soutenir l'économie très durement touchée par la crise. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Une série de 25 ordonnances, des mesures indispensables, dit l'exécutif, pour permettre à la France de continuer à fonctionner. Priorité numéro 1, l'économie, avec un fonds d'aide d'1 milliard d'euros aux petites entreprises en difficulté. Pour les entreprises aussi, report des factures d'eau, d'électricité, dérogation sur la durée du travail et les congés payés. Et presque tous les domaines en fait sont concernés. Remboursement des voyages touristiques annulés, prolongation des titres de séjour de 90 jours, des mesures transitoires qui entreront en vigueur dès vendredi et prendront fin à la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Il fallait répondre sur tous les secteurs et vite, on ne pouvait pas se payer le luxe de 6 mois de débat parlementaire, explique un conseiller ministériel. 25 ordonnances, une première salve, la plus importante, dit-on à Matignon. D'autres suivront dans les prochains jours. Il devrait y en avoir au total une 40aine.
Et parmi ces ordonnances, il y a celle qui va autoriser les employeurs à imposer des congés à leurs salariés pendant cette période de confinement. Oui, il faudra attendre la publication au journal officiel, probablement demain, pour que les entreprises appliquent cette mesure. Mais Olivier Samin, vous avez mené l'enquête. En réalité, elles sont déjà nombreuses dans les starting blocks. Oui, il y en a même qui sont allés plus vite que la musique et qui ont déjà mis en place ce principe après avoir obtenu l'avis favorable de leurs représentants du personnel. Cette entreprise de 2000 personnes, par exemple, spécialisée dans l'aménagement paysager qui, dès le 18 mars, a demandé par mail à ses salariés de solder leurs jours de congés payés, de RTT et leurs repos compensateurs à partir du 1er avril. Elle n'est pas totalement dans les clous puisque la loi d'urgence votée dimanche exige la signature au préalable d'un accord en bonne et due forme avec les syndicats. D'autres entreprises ne sont pas encore passées à l'acte mais préparent activement le terrain depuis quelques jours. Cette grande enseigne de l'habillement notamment qui s'est rapprochée des syndicats pour négocier un accord lui permettant d'obliger le personnel de vente à poser 6 jours de congés payés aussitôt après la fin du chômage partiel. Les syndicats ont des avis partagés sur le sujet mais n'expriment pas un rejet catégorique de cette possibilité. Vu le cataclysme qui les frappe, la demande des entreprises peut s'entendre, nous a dit l'un d'eux. Olivier Samin. Et précisément, on va y revenir, 8h15, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, invitée de Sonia Mabrouk, qui répondra ensuite à vos questions jusqu'à 8h45. Vous vous inscrivez déjà au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Emmanuel Macron, attendu aujourd'hui à l'hôpital de campagne à Mulhouse, qui vient d'accueillir son 2e patient. Le président vient rendre hommage au personnel soignant et témoigner sa solidarité envers la région Grand Est, où la situation sanitaire est pour le moins critique. Oui, critique au point que ce matin, un TGV médicalisé va partir de la gare de l'Est à Paris, direction Mulhouse et Strasbourg. Il sera équipé pour transporter une vingtaine de patients vers des hôpitaux où il reste des lits disponibles en réanimation. Aurélien Fleureau. Un TGV médicalisé qui circule entre Paris et la région Grand Est, c'est déjà arrivé au mois de mai l'année dernière. Il s'agissait du tout premier exercice grandeur nature de médecine de catastrophe pour valider un nouveau concept, l'unité mobile hospitalière et ferroviaire. Une opération coordonnée par les équipes du SAMU de Paris, dont le directeur médical, le professeur Pierre Carly, expliquait l'objectif dans une vidéo mise en ligne il y a quelques mois par la PHP. Réhabiliter le concept du train sanitaire, revisiter quelque chose qui a existé autrefois en médecine, c'est un objectif et ça peut être quelque chose d'intéressant dans le futur. Nous avons pris l'exemple d'un attentat terroriste, mais il peut y avoir des catastrophes technologiques, il peut y avoir des victimes d'épidémies. Et ce sont bien des patients victimes d'une épidémie qui seront pris en charge. Ce TGV repartira jeudi matin de Strasbourg, direction cette fois les Pays de la Loire, où les 20 patients actuellement en réanimation dans des hôpitaux de la région Grand Est seront accueillis par les CHU de Nantes, d'Angers, du Mans et de La Roche-sur-Yon. On les applaudit tous les soirs à 20h et pourtant, les soignants sont de plus en plus souvent victimes de braquages. Partout en France, médecins, infirmières, pharmaciens signalent des véhicules fracturés sur les parkings d'hôpitaux ou en pleine rue. C'est arrivé à Ghislaine, infirmière libérale dans l'Hérault. En 32 ans de carrière, elle n'avait jamais vu ça. Et hier soir, mon dernier patient, je le fais, il est 21h à peu près. Tout d'un coup, on l'entend sonner. Et c'était la police. Et la police m'a dit, je viens de voir que vous avez le caducée sur votre voiture, il vous faut enlever votre caducé et tout ce que vous avez dans la voiture. Ah mais là, il n'est plus sur ma voiture. Je l'ai enlevé, oui, je le cache. Ils pensent que c'est un laissez-passer. Un laissez-passer pour aller n'importe où. Ou ils cassent la vitre de la voiture pour nous prendre des gants ou des masques. Pareil pour la solution hydroalcoolique. Donc il faut tout ranger dans notre coffre de voiture. On ne peut pas faire autrement parce qu'on a besoin de notre véhicule pour travailler. C'est vraiment, vraiment incompréhensible. Et c'est une vraie atteinte à ma profession. Et ce que je ne comprends pas, c'est on peut nous applaudir le soir à 20h, mais si on a des gestes à l'encontre des soignants, mais qui va soigner les patients s'il n'y a pas ces soignants qui sont des experts ? Personne n'est en capacité à le faire. Personne. La colère de cette infirmière de l'Hérault, témoignage recueilli par Jeanne Bergaoui. Sachez aussi que près de 40 000 masques de protection ont été volés au centre spatial de Kourou, en Guyane. Le nouveau formulaire d'attestation de déplacement est désormais disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Il limite notamment les sorties à 1 km de son domicile pendant 1 heure maximum. À Beauvais, un contrôle de confinement a dégénéré hier. Une jeune policière a été grièvement blessée à la tête par un jet de pavé. Elle est hospitalisée dans un état grave. 2 suspects sont en garde à vue. Pas toujours facile de faire respecter le couvre-feu. C'est ainsi que les maires d'une trentaine de villes ont mis en place un couvre-feu comme Nice, Mulhouse ou Perpignan. Bonjour Robert Ménard.
Bonjour. Et merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes le maire de Béziers, je le rappelle, et vous aussi, vous avez décidé d'instaurer un couvre-feu dans votre ville entre 22h et 5h du matin. Alors d'abord, question très simple, est-ce qu'il est respecté ce couvre-feu et comment est-ce que vous le faites respecter ? D'abord, on le fait respecter avec la police municipale, avec la police nationale. Écoutez, j'ai les chiffres dans la nuit de lundi à mardi, c'est-à-dire la nuit dernière et la nuit en pas celle-ci. Il y avait eu 22 PV, je vous rappelle, à 135 €, puisque maintenant on peut le faire. Et cette nuit, 12 procès-verbaux. Est-ce que ça veut dire que c'est mieux respecté ? On va voir, c'est sur le long terme. Mais en tout cas, par rapport au témoignage qu'on vient d'entendre, évidemment, c'est une des réponses. Il faut protéger les gens qui travaillent et ceux qui n'ont pas à être dans les rues, il faut les sanctionner. C'est aussi simple que ça. C'est la condition pour faire respecter le confinement. Et vous avez vu, déjà on était parti pour 15 jours de confinement, maintenant c'est 6 semaines. Si on le fait pas respecter, ça durera encore plus longtemps. Alors il y a aussi, Robert Ménard, il y a les policiers, il y a les PV, il y a aussi cette camionnette. On a trouvé cet extrait. Voilà ce qu'on peut entendre dans les rues de Béziers en ce moment. Lutter contre le coronavirus, les déplacements sont interdits, sauf motif légitime. Une camionnette munie de haut-parleurs pour diffuser donc les règles du confinement, les contrôles aussi. Alors plusieurs élus, on l'a dit, ont opté pour le couvre-feu. Vous, Perpignan, Nice, est-ce qu'il faut comprendre donc, Robert Ménard, que vous appelez à un confinement plus strict ? 1, à un confinement plus strict. 2, à la généralisation de ces couvre-feux. Expliquez-moi pourquoi c'est valable à Béziers, à Perpignan ou à Nice, vous venez de le citer, et pas à Paris, à Bordeaux ou à Lyon. Évidemment qu'il faut l'imposer partout. Nous aussi, on est à Béziers. C'est de 22h à 5h du matin. J'espère qu'on va obtenir, je l'ai demandé au préfet, que ça commence dès 20h, parce que dès 20h, plus personne n'a de raison d'être dans les rues. Et je suis favorable, comme d'autres maires aussi, à l'exemple de ce qui s'est fait en Allemagne, vous savez, où on limite à 2 le nombre de gens qui peuvent être ensemble dans l'espace public. Il n'y a aucune raison, là encore, de voir des familles entières aller faire des courses. Je suis content qu'on mette les horaires maintenant sur les feuilles de contrôle, puisque vous le savez, moi j'ai vu des gens sortir 5 fois dans la journée, une fois pour acheter une boîte du Coca, le lendemain pour acheter 2 heures. D'ailleurs, c'est pas acceptable. Je vais poser la question à nos auditeurs, c'est bête, mais quand vous allez faire des courses, est-ce que vous y allez tout seul ou est-ce que vous y allez à plusieurs, en famille évidemment, comme le disait Robert Ménard à l'instant. Merci beaucoup Robert Ménard, maire de Béziers, d'avoir été l'invité du journal de 6h sur Europe 1 ce matin. Il est 6h12 et plus du tiers de la population mondiale est désormais placée en confinement, avec l'Inde où la mesure vient d'entrer en vigueur. Au Royaume-Uni, c'était hier le premier jour du confinement. Et sur Europe 1, nous nous sommes demandé comment ça se passait dans l'Eurostar. D'habitude, on compte quasiment un train par heure vers la France. Désormais, il n'y en a plus que 3 par jour. Johanna Chabas, vous avez fait le trajet Londres-Paris. C'est une scène que je pensais impossible, la gare de Saint-Pancras vide. Normalement, des milliers de voyageurs s'y croisent chaque jour. Un contrôleur, lui aussi étonné, me dit que les trains ne sont remplis qu'à 20%. À la douane, peu de contrôle, mon passeport me suffit pour passer. Dans mon wagon, une majorité de Français qui rentrent de vacances en urgence, comme Karine. Elle devait rester à Londres jusqu'à la fin de la semaine, mais à l'annonce par Boris Johnson du confinement, elle a changé ses plans. C'était l'angoisse. L'hôtel m'appelle dans la chambre en disant on va fermer l'hôtel. On a reçu des instructions du gouvernement de fermer l'hôtel. Donc là, j'étais dans la rue sans billet de train et ça faisait peur. Elle a donc sauté dans le premier Eurostar disponible. Dans le train, à peine installé, nous sommes appelés à utiliser tous les sièges vides pour instaurer des distances de sécurité. Le voyage se fait en silence, les nez dans les masques ou les écharpes. Mais les précautions sont vite oubliées quand il faut récupérer ses valises pour sortir. Dans la gare, des policiers m'arrêtent. Ils me demandent simplement si j'ai pris l'Eurostar avant de me laisser passer. De Londres à Paris, à aucun moment je n'ai eu à justifier de mon trajet. Johanna Chabas, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. Et direction les États-Unis maintenant, où Donald Trump est impatient de lever les restrictions alors que 40% de la population est confinée. Il espère une reprise des activités d'ici le 12 avril pour Pâques. Un président américain de plus en plus agacé par les recommandations des experts de santé. Hier, il est allé jusqu'à poser la question, faut-il vraiment sacrifier l'économie à la lutte contre la pandémie? Sous-entendu, Xavier Yvon, sacrifier les populations à risque. C'est la nouvelle rengaine de Donald Trump.
Le remède ne peut pas être pire que le mal. Mettre le pays à l'arrêt, ça va le détruire, prévient le président américain. On va perdre plus de monde si on plonge dans une énorme récession. Il y aura des suicides par milliers, de l'instabilité. Comme Donald Trump, de plus en plus de conservateurs appellent à ne pas sacrifier l'économie à la lutte contre le virus. Un élu du Texas affirme carrément qu'il préfère sacrifier les seniors comme lui. Retournons au travail. Et les plus de 70 ans comme moi, on va se débrouiller. Est-ce qu'on n'est pas prêt à prendre le risque d'y passer pour garder l'Amérique telle qu'on l'aime, pour nos enfants et nos petits-enfants? Il y a des tas de grands-parents comme moi qui ne veulent pas qu'on sacrifie le pays tout entier. Réponse cinglante du gouverneur de New York. Ma mère n'est pas jetable, a dit Andrew Cuomo. Nous ne voulons pas sacrifier 1 ou 2% des New-Yorkais. Le gouverneur de l'État le plus touché propose d'autres solutions pour redémarrer l'économie. Organiser par exemple l'isolement total des plus vulnérables et laisser ressortir les autres petit à petit. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Quant au président brésilien Bolsonaro, il rejette le confinement qui risque de ruiner le pays. Dans son discours retransmis à la télévision hier, il se demande notamment pourquoi fermer les écoles puisque le groupe à risque c'est celui des plus de 60 ans. Selon lui, le Brésil est à l'abri grâce à son climat chaud et à sa population jeune. Pas d'autre choix. Les organisateurs des JO de Tokyo ont fini par reporter le plus grand rendez-vous sportif au monde. Les Jeux Olympiques se tiendront au plus tard dans un an. Décision historique annoncée hier. Reste à savoir quelles peuvent être les conséquences sur les Jeux de Paris 2024. A priori, Corinne Boulou, pas de problème d'organisation, comme vous l'a dit Tony Estanguet. On ne s'adapte pas au calendrier de Tokyo pour préparer les Jeux de Paris. Pas de changement de date pour Paris 2024. Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des Jeux à Paris, a suivi avec attention l'évolution de la situation. Confiné en famille à Pau. Il ne craint pas ce report des Jeux de Tokyo qui entraînera tout de même 1 an de visibilité en moins pour Paris 2024. Ça a peu d'impact pour nous. Donc honnêtement, on n'a pas attendu de toute manière la fin des Jeux de Tokyo pour lancer nos opérations et il y aura peu de différence avec ce report de Tokyo 2020. L'impact sera plus palpable dans les discussions avec les éventuels sponsors, aujourd'hui à l'arrêt. Il serait déplacé pour nous aujourd'hui de continuer à discuter de sponsoring par les temps qui courent. On va laisser cette crise se régler, ça c'est l'enjeu numéro 1, c'est la santé. Deuxièmement, on va laisser l'écosystème et notamment les entreprises se réadapter et relancer leur activité. Et ensuite, on continuera les discussions qui ont commencé avec certaines d'entre elles depuis quelques mois. Et c'est dans un contexte économique appauvri qu'il faudra trouver 1/3 du budget, soit un peu plus d'1 milliard d'euros, un nouveau défi en perspective. Corinne Boulou, pour les défis, autre genre de sport qui a beaucoup de succès en cette période de confinement, le jeu vidéo. Si vous rêvez de nature, de grandes étendues et surtout d'interaction sociale, Clément Le Saffre a ce qu'il vous faut. Animal Crossing sur la console Switch de Nintendo. Embarquez à bord de la Dodo Airlines, direction votre propre île déserte avec quelques compagnons de voyage. Vous débarquez pour y vivre la vie de vos rêves, à vous, les arbres fruitiers, les papillons qui virevoltent et les plages de sable fin. Animal Crossing, c'est en quelque sorte un simulateur de vie un peu enfantin avec des graphismes tout mignons et des personnages bienveillants. Ici, on vit sa vie tranquillement, sans souci. Le but, construire des bâtiments, fleurir les jardins et attirer des habitants pour faire de son île un petit paradis, de quoi s'évader en douceur comme Justine. C'est le jeu parfait, partir sur une île déserte pour pêcher des poissons, parler à ses voisins, juste se détendre. Ça évade complètement. Et puis en plus je suis pas la seule, j'ai tous mes amis qui l'ont acheté. On se bat contre le confinement en se retrouvant sur Animal Crossing. Et l'avantage c'est que c'est un jeu de long terme qui avance au rythme d'une vraie journée, minute par minute. Après 1 heure ou 2, il n'y a donc plus grand chose à faire, il faut attendre et revenir le lendemain. De quoi s'amuser plusieurs semaines donc et égayer la suite de notre confinement. Un jeu de long terme, vous avez bien noté, Mathieu. On va prendre le temps, Hélène. Animal Crossing New Horizons, c'est sur la Switch de Nintendo. Et on va parler de jeux vidéo, alors au sens très large du terme, avec le vice-président de Twitch TV qui sera mon invité à 6h40, dans même pas une demi-heure maintenant. Si vous ne connaissez pas, je le disais, Twitch TV, vos ados, c'est sûr, ils font des millions de spectateurs en audience. C'est le Netflix du jeu vidéo en fait. Vous suivez des parties de jeux vidéo, mais vous pouvez aussi vous-même diffuser, devenir finalement animateur de télévision, youtubeur vous-même, quelque part. On va parler de tout ça et puis des derniers chiffres avec le confinement, les derniers chiffres de Twitch TV avec Benjamin Vallat, qui est vice-président du groupe. Merci beaucoup Hélène Zellani, c'était le journal de 6h.